Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige une ARMA pour les LAS en chimie. Donc je m'appelle Audrey, je suis votre référente en chimie. Donc on commence avec l'exercice 1. Donc l'exercice 1 c'était un exercice type VSEPR. Donc on l'a déjà vu dans l'ARMA 1, mais ici c'était sous une forme un peu plus différente. Donc voilà. La première chose la plus importante c'est de bien savoir dessiner les formules de Lewis. Donc vraiment si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'arriverez pas à la suite de l'exercice. Donc on se concentre bien là-dessus. Donc c'est parti. D'abord, on met l'atome central. Donc on a l'azote. L'azote, il a 5 électrons de valence dans son état fondamental. Donc on le dessine comme ça, la plupart du temps. Sauf qu'ici, on est sur un N-. Donc on rajoute un électron, ce qui lui forme un autre doublé. Donc on lui met sa charge et on peut le lier avec des H. Voilà pour la forme de Lewis. Et d'ailleurs, si on veut compter les doublés, on compte les électrons de valence de chaque atome qu'il y a d'impliqué dans la molécule, plus les électrons en plus, etc., pour savoir le nombre de doublés, s'il y a bien 2 à mettre sur l'azote, etc. Donc, l'azote c'est 5, plus 1, puisqu'il a une charge, plus 2 fois 1 pour les hydrogènes, ce qui nous fait 8 électrons de valence pour la molécule en entier. Donc ça nous fait 4 doublés. Donc les hydrogènes n'ont pas de doublé non liant par définition. Donc 1, 2, 3, 4, c'est tout bon. Ensuite, je vous ai pas dans l'ARMA, on ne vous demandait pas toutes les informations, mais je vous les ai remises parce qu'on n'a jamais trop d'entraînement. Donc d'abord, la forme moléculaire. La forme moléculaire, c'est A, X et E. A représente l'atome central, X, les atomes qui vont être reliés à cet atome central, et E, les doublés non liants qu'il y a sur cet atome central. Donc ici, AX2, E2, d'accord ? X2 parce qu'on a 2 hydrogènes, et E2 parce qu'on a 2 doublés non liants. Ensuite, la figure de répulsion. La figure de répulsion, c'est quand on ne prend pas en compte les doublés non liants, ou qu'on les prend en compte, ça dépend, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on va remplacer les doublés non liants par des atomes. Donc ça va faire AX4. Donc si c'est AX4, la figure de répulsion sera une forme tétraédrique. Comme le carbone qui fait 4 liaisons, c'est toujours sous forme tétraédrique. Ensuite, la géométrie, ici, par rapport à la figure de répulsion, les doublés non liants sont des doublés non liants, donc on ne les remplace pas par des atomes fictifs. Donc on a AX2E2, donc la forme est coudée. Comme une molécule de H2O, la forme est coudée. Enfin, le nombre d'oxydation de l'atome central, c'est pas le plus facile, mais ça va bien se passer, on y arrive. Donc, l'azote, si on coupe les liaisons ici, il faut qu'on regarde quel est l'atome qui va prendre les électrons de cette liaison. Ici, c'est l'azote, puisque le H, il est tout en haut à gauche du tableau périodique, il est très peu électronégatif. Donc les électrons vont aller comme ça. Donc, en soi, la molécule est chargée négativement. Donc, NO de N plus 2 fois NOH va être égal à moins 1. D'accord ? Ici, on met la charge totale de la molécule. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est toujours plus 1. D'accord ? Donc, il suffit de faire une équation assez facile. Vous retrouverez que le nombre d'oxydation de N, c'est moins 3. Et on va passer à la molécule suivante. Alors, la molécule suivante, AsCl4+. Donc ici, pareil, on regarde la forme de Lewis. Ici, pas très compliqué, pas de doublé, donc l'arsenic est lié tout simplement aux 4 chlorures. Et on a bien une forme plus, puisque l'arsenic est dans la même colonne que l'azote. Donc en fait, pareil, sous sa forme fondamentale, c'est ça. Mais on lui a enlevé un électron, donc il n'a plus qu'un électron et il est plus. Et ensuite, il fait ses liaisons avec le chlore. Alors vous pouvez rajouter, si vous voulez, les doublés non liants sur le chlore, mais ici ça n'a pas d'importance pour VSEPR. Donc la forme moléculaire, c'est AX4, d'accord ? Pas de doublé non liant sur l'atome central, donc tout va bien. La figure de répulsion, c'est tout pareil. AX4, on n'a pas de doublé non liant à prendre en compte,
Donc c'est bien une forme tétraédrique. Et la géométrie, pareil, AX4, donc c'est tétraédrique. Enfin, le nombre d'oxydation. Ici, le chlore, comme tous les halogènes, est très électronégatif. Donc si on coupe les liaisons ici, les électrons vont partir dans ce sens-là. Donc le nombre d'oxydation du chlore, c'est -1. Donc si on refait la petite équation de tout à l'heure, nombre d'oxydation de l'arsenic plus 4 fois le nombre d'oxydation du chlore est égal à +1. D'accord? Puisque la charge de la molécule, c'est +1. Donc le chlore, on a dit que c'était -1. Donc le nombre d'oxydation de l'arsenic, c'est +5. Et on va passer à la molécule suivante. Donc, on passe au SCl5. Alors ici, c'est une molécule un peu particulière puisque c'est une molécule qui fait de l'hypervalence. Si vous êtes en chimie ou en physique, vous avez probablement déjà vu ça. Pour les autres, c'est pas forcément à votre programme, mais ça peut être intéressant. Donc le soufre, il fait comme l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Donc on peut l'écrire de cette manière, hop, avec 2 doublés, comme l'oxygène. Cependant, ici, il a une charge moins, donc on lui rajoute un électron. Donc une charge moins. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'il va faire de l'hypervalence. Alors en très très gros, sans rentrer dans les détails d'atomistique, etc., en fait ce doublet-là, il va se casser pour faire 2 électrons libres en soi et faire des liaisons avec le Cl. D'accord? Mais vous cassez pas la tête à pourquoi, comment et dans quelle mesure. C'est vraiment... c'était pour aller un peu plus loin dans le tableau VSEPR pour que vous puissiez connaître la suite du tableau. Donc on est bien sur AX5E1, d'accord? On a quand même un doublet non liant. La figure de répulsion, donc ça va être AX6, d'accord? Puisqu'on fait toujours 5 plus 1, enfin X plus E ici, donc AX6. Alors du coup, on appelle ça un octaèdre. On peut aussi appeler ça une bipyramide à base carrée, d'accord? Donc si jamais dans les items vous trouvez l'un ou l'autre, ne soyez pas surpris, les deux veulent dire exactement la même chose. Ensuite, la géométrie. Donc on enlève un doublet non liant, donc AX5E1, donc ça fait une pyramide à base carrée. Voilà. Donc on passe d'une bipyramide à base carrée à une pyramide à base carrée, on enlève quelque chose, c'est assez logique. Enfin, le nombre d'oxydation du soufre, pareil, on refait notre petite équation. Nombre d'oxydation du soufre plus 5 fois le nombre d'oxydation du Cl égale à -1. Le nombre d'oxydation du Cl, je l'ai dit, c'est un halogénure. Pareil ici, si on casse les liaisons, les électrons vont plutôt aller du côté du Cl. Donc, le nombre d'oxydation du chlore, comme presque tous les halogènes, c'est -1. Donc, le nombre d'oxydation du soufre, c'est +4. Alors, cette molécule-là, elle est un peu complexe, dans le sens où on a 2 halogènes qui sont liés ensemble. Donc, il va bien faire attention pour le nombre d'oxydation, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, I, donc l'iode, a 7 électrons de valence comme tous les halogènes. Donc, on peut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va faire 3 liaisons avec le chlore. Donc 1, 2 et 3. Donc il lui reste bien 2 doublés non liants. Donc on a bien une forme moléculaire AX3, 3Cl, et E2, 2 doublés non liants. La figure de répulsion, ça va être donc AX5, X plus E toujours, AX5, donc une bipyramide trigonale. Enfin, pour la géométrie, donc c'est AX3E2, pour la géométrie, on a une forme en T. Si vous enlevez vraiment les doublés non liants, en fait, ils se mettent de part et d'autre du I, un devant et un derrière. Ça fait bien vraiment la forme en T. Enfin, pour le numéro d'oxydation, le nombre d'oxydation, décidément, je n'y arrive pas. Le nombre d'oxydation, ça peut être perturbant parce que on se dit les deux sont des halogènes. Mais en fait, le Cl est plus électronégatif que l'iode. Si vous regardez dans votre tableau périodique, rapidement, le tableau périodique, c'est comme ça. Vous savez que l'électronégativité, elle varie comme ça, d'accord? Et donc, le chlore, il doit être là à peu près, et l'iode ici,
Bon, c'est approximatif, mais vous aurez un tableau le jour des partiels. Et donc vous voyez bien que le chlore est plus électronégatif que l'iode. Donc plus 3 fois nombre du chlore. Et ça fait 0 puisque la molécule est neutre. D'accord ? Donc ici, on va décréter que les électrons vont aller vers le chlore. Donc le nombre d'oxydation du chlore, ici, dans cette molécule, c'est -1. Mais du coup, le nombre d'oxydation de l'iode, eh bien c'est plus 3. Donc j'espère que c'est compris. C'est vraiment, même si je vous ai dit tout à l'heure que les halogènes, la plupart du temps, c'était -1 pour le nombre d'oxydation, vous voyez que ce n'est pas toujours le cas, il faut bien regarder et pas foncer tête baissée en disant oh, c'est un halogène, c'est forcément -1. Faites bien attention à quels sont les atomes voisins, combien d'atomes, etc. Et enfin, on passe à la dernière molécule. Alors attention, là, la molécule c'est un peu coupé, c'est un fluor. Donc PF3. Et bien encore, décidément, on est toujours sur la colonne du tableau périodique où on a 5 électrons de valence. Donc pareil, arsenic, phosphore, azote. Ça, quand vous êtes dans la même colonne du tableau périodique, on aura le même nombre d'électrons de valence. Donc le phosphore, et ben on regarde. Là, c'est somme toute assez classique. Il fait 3 liaisons avec un doublet non liant. Donc la forme moléculaire, c'est AX3E1. La figure de répulsion, c'est bien AX4. Faites bien attention. On additionne ces deux-là. Donc c'est bien un tétraèdre. La géométrie, c'est une pyramide trigonale. D'accord ? En fait, si je vous fais rapidement avec mes doigts, vous dites, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Le doublet non liant est ici, on l'enlève, on n'a plus qu'une pyramide trigonale. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, essayez de le refaire à la maison avec des stylos, vous allez voir, ça va devenir plus clair. Et enfin, pour le nombre d'oxydation, le dernier, c'est promis. Le nombre d'oxydation du phosphore plus 3 fois le nombre d'oxydation du fluor est égal à 0, puisqu'on a toujours une molécule neutre. Donc le fluor, ça c'est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique par excellence, vraiment. Donc les électrons vont forcément aller du côté du fluor. Le fluor, donc c'est toujours -1. C'est comme l'hydrogène, c'est toujours +1. Et donc le phosphore ici, eh bien c'est +3. Et voilà pour l'exercice 1, j'espère que ça a été. Pour tout ce qui est géométrie, figure de répulsion, etc., vous avez un tableau dans votre cours. Je vous conseille fortement de l'apprendre. Ou alors vous pouvez essayer vraiment de vous représenter dans l'espace avec les doublés non liants, sans les doublés non liants. Mais bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions au tuteur. Bonjour, je m'appelle Raphaël Ledos, je suis co-tuteur en L2 médecine et je vais présenter l'exercice 2 de cette armature en chimie. Tout d'abord, on vous a donné des noms de molécules et on vous a demandé de représenter ces molécules sous la forme topologique. C'est des questions qui sont tombées beaucoup à nos concours et qui vont tomber forcément à vos partiels, c'est évident. Du coup, là, on vous a donné l'anhydride, éthanoïde, propanoïde pour commencer. Donc, la fonction, c'est donc une fonction anhydride d'acide qui s'écrit avec comme préfixe anhydride et comme suffixe oïque à chaque fin de nom de la chaîne carbonée. Donc, cette molécule s'étend sur la fonction anhydride d'acide sur 2 carbones d'une part, éthanoïque, et sur 3 carbones d'autre part, propanoïque. Donc on prend bien en compte le carbone qui est sous la fonction carbonyle pour le nom de la chaîne carbonée. Là, ici, il y en a 2 éthanoïques, 3 propanoïques. Ensuite, nous avons la molécule E-méthylpenta-1,3-diène. C'est une molécule à 5 carbones, penta, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Tout d'abord, nous avons 2 doubles liaisons, une en 1 et une en 3, qui sont exprimées dans le nom 1,3-di-N. C'est un dialcène. Alcène s'écrit avec le suffixe N, di-N car il y a 2 alcènes, en carbone 1 et en carbone 3. Ensuite, nous n'avons pas de diastéréoisomérie ZE sur le premier alcène car nous avons 2 H de chaque côté ici.
mais nous avons une diastéréoisomérie sur l'alcène en 3, sur la double liaison en 3, car grâce au groupement CH3 présent ici. Troisième molécule qui est très complexe, qui ne tombera sûrement pas au concours. On vous a quand même mis ça pour vous entraîner sur les différents noms de molécules et de différentes fonctions. Mais je pense que si vous n'avez pas réussi cette question, ça ne vous handicapera pas pour vos passes. Donc N-benzyle, N-méthoxyéthylméthanamine, rien que le nom il fait peur. Donc on a N car les deux fonctions partent du N. N-benzyle, benzyle ça correspond à un phényl, donc un hexagone avec des doubles liaisons, plus un CH3 présent ici. Donc le benzyle part du N, c'est pour ça qu'on a mis N-benzyle qui correspond à tout ça. Le carbone ici il est bien inclus dedans. N-méthoxy, donc le méthoxy correspond à l'oxygène qui est relié au CH3. Éthyle, ça correspond comme éthane à deux carbones, donc deux carbones qui sont là. Et enfin méthanamine pour la fonction amine qui est reliée à un CH3. Encore une fois, c'était une molécule très compliquée, donc vous ne prenez pas la tête si vous n'avez pas réussi. L'acide 6-méthyl-4-oxohepcisétanoïque, pardon. Donc voilà, comme c'est écrit ici, dans le sujet, on s'est rendu compte, après l'avoir publié, qu'on s'était trompé sur l'ordre entre 6-méthyl et 4-oxo. En effet, cela doit respecter l'ordre de l'alphabet. Si on a deux fonctions qui ne sont pas la fonction principale, donc qui ne sont pas en suffixe, qui sont en préfixe, cela doit respecter l'ordre alphabétique. Je ne vais pas vous rappeler l'ordre alphabétique. Le M de méthyle est situé avant le O de oxo, donc on écrit 6-méthyle avant 4-oxo. Donc le 6-méthyle, il est situé en position 6 de la molécule. On rappelle quand même que la numérotation des carbones se fait à partir de la chaîne carbonée, enfin de la fonction principale de la chaîne carbonée. Donc en l'occurrence, c'était l'acide carboxylique qui est présent en 1. On compte le nombre de carbones, on arrive en 6 au méthyle. En 4, on a donc une fonction cétone qui a comme préfixe oxo. Et en 6, on a une fonction alcène qui se termine là-dessus. Et on rajoute oïque à la fin pour le suffixe de l'acide carboxylique. Pour finir, on vous a mis un petit acide nucléique, la pyridine, pardon. Donc ça, c'est dans le cours, en vrai, ça correspond à un hexagone qui est complété par un N. Et ensuite, 3 amides, donc on commence à compter à partir du N. 2, 3, 4, 5, 6. En 3, on met donc la fonction amide qui correspond à une double liaison O et un NH2. À ne pas confondre avec la fonction amine qui correspond juste à un NH2. Et donc du coup, prochaine question, donner la représentation de Fischer de cette molécule. Donc pour donner la représentation de Fischer, il faut se positionner d'en haut de la molécule, mais pour ça, il faut que la molécule elle soit droite pour qu'on puisse avoir une représentation qui ressemble à la représentation de Fischer qui est droite et droite. Du coup, là, la molécule, le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop, entre guillemets, en zigzag. Du coup, on ne va pas pouvoir bien observer d'au-dessus de la molécule. Il faut retourner la molécule pour qu'on puisse, du coup, bien observer la molécule en regardant d'en haut. Comme ceci. Je positionne mon œil, d'ailleurs, qui est très près. Au-dessus de la molécule. Et du coup, quand on regarde d'en haut de la molécule, on va bien avoir le NH2 qui se retrouve en haut à gauche. Les H qui se positionnent là, bon, c'est des H, du coup, on ne fait pas de différence. La chaîne carbonée la plus longue aux deux extrémités, avec le groupement le plus oxydé qui se retrouve le plus haut possible sur la molécule. Ensuite, après la représentation de Fischer, on demande la représentation de Newman de la molécule. Alors, changement avec Fischer. Fischer, on regarde la molécule vue d'au-dessus. Newman, on va regarder la molécule vue du côté. Donc, en fait, on va positionner l'œil là, tac, ici. Et du coup, on va regarder la molécule vue de là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, le premier carbone qui va être symbolisé par un petit point là, ça va correspondre à ce carbone ici là. Et le deuxième carbone qui est situé en arrière, par rapport à là où on regarde notre œil, va être représenté par le gros rond derrière.
ça va être ce carbone-là. Donc ce premier carbone qui va être lié du coup à 2 hydrogènes et au groupement COH, 2 hydrogènes et au groupement COH. Et ici, lui, il va être lié à NH2 au groupement COH et à un hydrogène. NH2, CH et COH. Donc maintenant, le truc c'est de savoir où seront situés dans le plan chaque atome. Donc les H, le NH2 et les COH. Pour du coup savoir ça, il faut donc du coup bien placer la molécule. On va donc devoir faire une rotation autour de ce carbone de façon à ce que le NH2 se retrouve en avant du plan et le COH au-dessus dans le plan. Ce qui fait que du coup au final le NH2, les petits pointillés vont être remplacés par un trait plein car il va se situer en avant du plan. Ici il n'y aura pas de changement vu que c'est 2 hydrogènes et que du coup les deux sont forcément en avant et en arrière du plan, ça ne changera rien au niveau de la représentation. Et donc du coup, là si on regarde la molécule de côté, bon là c'est le moment où il faut un peu visualiser, où j'ai pas de conseils techniques à donner. On va donc avoir l'hydrogène en avant, en arrière, le COH qui est dans le plan, et pour le carbone qui est en arrière, le COH qui est dans le plan, le NH2 du coup qui se retrouve en avant du plan, et le H qui se retrouve en arrière. Pour la représentation de Newman, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, il peut y en avoir plusieurs différentes. En fait, là, j'ai positionné mon œil de ce côté-là de la molécule. Et par exemple, si je l'avais positionné de ce côté-là de la molécule, le carbone du fond serait venu en avant et ça n'aurait pas donné la même représentation de Newman. Donc, quand on vous demande de choisir entre les différentes représentations de Newman, regardez bien de quel côté on vous demande de regarder la molécule pour ne pas directement, parce que ça peut être la bonne réponse, ça peut être la bonne molécule, mais pas regarder du bon côté. Donc ça serait bête que vous ayez eu le bon raisonnement, mais que vous ayez faux à cause d'une erreur comme ça. Coucou, moi c'est Miglina et je vais vous présenter l'exercice numéro 3. Alors, il nous dit quoi cet exo? Combien de carbone asymétrique cette molécule comporte-t-elle? Vous vous rappelez de la définition d'un carbone asymétrique? Alors, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupements différents. Et ici, nous avons 4 carbones asymétriques. Celui-là, comme vous voyez, il est lié à NH2, CaH2 et Na. Et celui-là et celui-là. Attention, vous seriez tenté de dire que celui-là, il est asymétrique, alors que pas du tout, parce qu'il est lié à C2H5 ici, NH2 ici, mais ici, il est lié à un autre C2H5. Même vous décomposez ainsi, ça fait aussi C2H5, parce que là, il y a un carbone qui est lié à 2 hydrogènes. Du coup, ce carbone, il est lié à 2 molécules de C2H5, du coup, il est plus asymétrique. Il n'y a que ces 4-là qui sont asymétriques. Dessinez l'énantiomère de la molécule. Qu'est-ce qu'un énantiomère? Alors, un énantiomère, c'est l'image de la molécule dans un miroir qui n'est pas superposable. Ici, à prime abord, le C2H5, il était en avant, du coup, il est passé en arrière. De même pour le NH2 et ainsi de suite ici. Et du coup, c'est l'image de la molécule qu'on avait avant et elles ne sont pas superposables parce qu'on a inversé toutes les positions dans l'espace. Petit toit. Alors, on nous demande combien de diastéréoisomères on peut dessiner. Pour connaître le nombre de diastéréoisomères, c'est la formule 2 puissance n. Mais comme on a une double liaison, il faut faire x2, ce qui nous donne 32 diastéréoisomères pour cette molécule. Ensuite, dessiner un diastéréoisomère de la molécule. Du coup, il suffit juste d'inverser au moins un carbone asymétrique pour trouver un des diastéréoisomères. Ici, on a inversé ce carbone-là et ce carbone-là. Du coup, le Cl, il était en arrière, il est passé en avant. De même, pour ici, on a inversé les molécules qui étaient sur ce carbone. Et du coup, ça nous fait déjà un diastéréoisomère de la molécule qu'on avait eu précédemment. Ok, on passe à l'exercice 4. Donc ici, il fallait classer par ordre de stabilité croissante les molécules suivantes. Donc ici, je les ai déjà classées. La première chose qu'il faut regarder, c'est les effets mésomères, d'accord? Les effets mésomères, c'est vraiment les effets qui vont stabiliser le plus la molécule, et ce sont les effets les prioritaires par rapport aux effets inductifs. Ici, la seule molécule
qui contient un effet mésomère, eh bien, c'est la plus stable. C'est CF3, d'accord, puisque on a des doublés non liants sur le F qui vont se déplacer comme ça et stabiliser le carbocation. Donc, c'est la molécule la plus stable. Alors effectivement, on pourrait se dire qu'ici, il y a une liaison pi, une liaison sigma et une lacune. Ça pourrait être un effet mésomère. Cependant, la liaison pi est liée à un oxygène, et donc les électrons ne vont pas vouloir bouger, puisque les électrons sont avec l'oxygène, sont attirés par l'oxygène. Donc ici, les électrons ne vont pas se déplacer, et donc il ne va pas y avoir d'effet mésomère. Donc ensuite, ça ces deux molécules-là étaient forcément les plus instables, puisque ici on va regarder donc en termes d'effet inductif, ce sont ces groupements qui vont attirer à eux les électrons. Après, honnêtement, savoir si c'est le fluor qui va attirer plus ou deux doubles liaisons O, c'est pas très facile. C'est un peu difficile de savoir qui va être le plus instable. Bon, par logique, j'ai mis quand même les deux doubles liaisons O le plus instable parce qu'il y en a deux, et voilà. Par contre, entre ces deux molécules-là, c'est vraiment celle-ci la plus instable, puisque le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, et comme il n'y en a qu'un ici, c'est plus facile à quantifier. Donc c'est celle-ci qui va être la plus déstabilisée par cet effet inductif. Le carbocation a besoin d'électrons, d'accord, il est électrophile, mais le fluor en ramène à lui, donc ça le déstabilise encore plus. Ce qu'il faudrait pour stabiliser tout ça, ce sont des groupements électrodonneurs, comme du lithium ou des groupements alkyles. Ensuite, donc on a cette molécule-là, pareil, elle est déstabilisée à cause de ce groupement électro-attracteur, mais quand même moins que le fluor. Et enfin, on a cette molécule-ci qui n'a pas vraiment de groupement qui déstabilise le carbocation en fait, mais elle est quand même moins stable que cette molécule qui a 3 effets mésomères, d'accord, hein, il y en a 3 parce qu'il y a 3 systèmes conjugués. Et donc voilà pour les effets inductifs et mésomères et comment ça influe la stabilité des molécules. Ok, on passe à la question de dissocier cette molécule en respectant les effets inductifs. Donc vous aviez cette molécule-ci, donc un carbone lié à 3 groupements méthyl et un iode. Donc c'était assez facile de savoir que c'était l'iode qui allait partir, mais comment? Enfin, de quelle manière? En fait, ici, par rapport au carbone, l'iode est plus électro-attractive. Donc elle va attirer à elle les électrons de cette liaison. Donc en fait, hop, elle va partir et comme ça, elle va respecter la règle de l'octet. Donc l'iode est un halogène, il a 7 électrons de valence. Donc en arrachant un électron à cette liaison, il en a 8. Et donc il satisfait la règle de l'octet. Il est isoélectronique à certains gaz rares. Et donc il est content. Mais ça nous donne un carbocation, voilà, avec 3 groupements alkyles. Et donc la question 3. Identifiez le ou les effets mésomères possibles sur cette molécule en utilisant des flèches pour indiquer le mouvement d'électrons. Alors ici, on va en faire qu'un, mais sachez que cette molécule possède beaucoup de systèmes conjugués. Si je les compte rapidement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, enfin bref, il y en a plein, mais ils seront sur la correction détaillée sur eCampus. Ici, on va en faire qu'un pour que vous compreniez bien le concept. Donc, le déplacement d'électrons, en fait, on va partir d'un endroit où il y a beaucoup d'électrons pour éventuellement aller stabiliser des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais refaire cette molécule-là. Donc, on avait un hexagone avec 2 liaisons pi, donc 2 doubles liaisons. Une autre double liaison ici, un O+, avec un H. Et ici, on avait un doublé, puisqu'on a une charge moins. Ok. Ce qui va se passer ici, c'est que les doublés vont se déplacer sur la liaison. D'accord? Pour... tout simplement parce qu'ils sont nucléophiles, ils ont trop d'électrons, donc ils vont vouloir les répartir. Donc hop, ils passent sur cette liaison-là. Et ensuite, du coup, on va se retrouver, entre guillemets, avec une liaison fictive ici. Mais vous voyez bien ici que ce carbone a 5 liaisons si on reste comme ça. Ça va pas du tout. Du coup, par effet
action-réaction, si je puis dire, hop, cette liaison-là va se délocaliser sur cet oxygène, d'accord? Donc ces électrons-là vont sur cette liaison, mais cette liaison va sur cet oxygène. Et ça tombe bien puisque l'oxygène était plus, donc il va être stabilisé par cet apport d'électrons, et donc on obtient cette molécule qui est neutre, qui est plutôt stable. Et donc voilà. Mais on pouvait faire exactement la même chose avec ces deux liaisons, on pouvait faire la même chose avec ici, enfin il y avait plein de manières de faire des systèmes conjugués ici, mais celui-là c'était quand même l'un des plus faciles à trouver. Voilà. Du coup, je vais aussi présenter l'exercice 5 qui va porter sur les réactions. Donc on va voir tout ce qui est substitution, élimination, addition, tout ça. La première question, le mécanisme réactionnel, c'est une substitution. On va donc avoir un groupement nucléophile, OH- en l'occurrence, qui va attaquer le carbone, qui va devenir un groupement électrophile grâce au départ de Br. Du coup, OH attaque, ce qui va du coup entraîner le départ de Br. Br qui va devenir Br- car il va récupérer un électron. Donc du coup, il va être en surplus d'électrons. C'est pour ça qu'il aura la charge moins. Ce qui fait que du coup, OH va remplacer Br, ce qui s'appelle une substitution. OH se substitue à Br. Ensuite, deuxième mécanisme réactionnel, une élimination. Donc en fait, une élimination, c'est un peu comme une substitution, sauf que l'atome qui va être éliminé, donc qui va partir de la molécule, va être remplacé, entre guillemets remplacé, hein, je dis ça, par une double liaison. Donc comme on peut le voir ici, Cl, qui est électrophile, donc qui a besoin d'électrons, va partir de la molécule, laissant du coup le carbone sous la forme d'un carbocation, donc d'un carbone qui a besoin d'un électron. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le H du carbone d'en face, qui lui n'est pas du tout en besoin d'électrons, va partir de la molécule et son électron va se transformer en double liaison. Enfin, l'électron qui est engagé dans la molécule avec le H va se convertir en double liaison. Ce qui fait que du coup, ce carbone-là va avoir une liaison en plus, donc ne va pas avoir besoin d'électrons, et ce carbone-là va se retrouver avec une liaison en plus, et ne va pas non plus avoir besoin d'électrons. Ça correspond à une élimination. Et voilà, c'est la fin de cette ARMA 2 de chimie. J'espère que ça a été, que vous avez réussi à tout suivre. Si jamais vous avez la moindre question, ne les mettez pas en commentaire parce qu'on ne peut pas y répondre, mais n'hésitez pas à envoyer un message à votre tuteur ou à votre tutrice qui vous redirigera vers quelqu'un de la team correspondante, ici en l'occurrence la chimie. Voilà, bon courage, n'hésitez pas à refaire cette ARMA de temps en temps pour que ça reste bien frais dans vos têtes. Surtout n'abandonnez rien et je crois en vous.